Et salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai recommencé à tondre, c'est une certitude, j'ai le genou en compote, mais surtout à jouer à des jeux de rôle solo. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois pour vous parler de 5 ou 6 jeux de rôle solo, j'ai découvert ce que c'était, et la vidéo a super bien marché, quasiment 10 000 vues au moment où je vous parle, alors qu'on parle d'une niche dans la niche de la niche, ça en fait tout un tas de petits chiens, et pourtant ça a marché, et surtout moi j'ai découvert un mode de jeu, un système de jeu que j'ai trouvé ma foi assez formidable, alors que les jeux de rôle solo, moi je pensais que c'était déjà bizarre, que je trouvais ça impossible à jouer du fait qu'il fallait écrire un livre, parce que globalement un jeu de rôle solo, vous allez être face à votre livre qui va vous proposer des événements et c'est vous qui allez écrire l'histoire. Vous pouvez certes le faire à voix haute, le faire juste avec des pensées, le faire juste avec des mots-clés, le dessiner, tout ce que vous voulez, mais je me suis dit généralement il faut écrire, et moi j'ai pas du tout l'âme d'un écrivain, ça va être super bizarre, je vais me faire chier, mais j'avais acheté Ronin. Parce que, bon, bah, pour la bagarre à coups de sabre, puis finalement, je l'avais jamais lancé. Puis j'avais vu La Voix du Chat, Miaou, là du coup, les petits chats on craque, c'est ce qui m'avait permis de me lancer, et j'avais découvert cet univers riche, et puis j'en avais découvert 5 ou 6, tous des fondations de l'imaginaire, parce que même si cette vidéo n'est pas sponsorisée financièrement, je leur avais demandé une sélection de bouquins pour en parler en vidéo, parce que ça m'avait bien plu, que j'avais envie de découvrir un peu leur gamme, et du coup depuis je suis en communication avec eux, et donc ils m'envoient les nouveaux exemplaires ou des anciens que je n'avais pas eu qui sont en retour de stock. Et bah, j'ai vraiment trouvé ça formidable, parce que finalement ce sont des jeux qu'on peut vraiment jouer à sa façon. Si vous n'avez pas envie d'écrire des pages et des pages, vous écrivez pas des pages et des pages. Si vous voulez juste mettre des mots-clés, si vous voulez raconter à votre, vous pouvez le faire. S'il y a des jeux où vous trouvez que les règles sont chiantes ou que les événements qu'on vous propose sont différents, vous faites ce que vous voulez. Le but, c'est de vous raconter une histoire, c'est de faire travailler votre imagination, de vous évader. Là où le jeu de société est souvent un moment où on va se casser la tête, à bien réfléchir, à essayer d'être plus malin que le jeu, et bien le jeu de rôle, c'est vraiment l'inverse. C'est le moment où on va essayer de s'évader. Alors, vous allez me dire, si vous jouez à des jeux d'aventure, ça va être aussi un peu pareil, mais vous comprenez un petit peu l'idée. Et donc, je vous invite à aller voir la première vidéo pour aller voir d'autres jeux de rôle, mais là, j'en ai testé 3. J'ai testé La Voix du Corbeau, j'ai testé Expédition Substratum, j'ai testé Les Souvenirs du Protecteur. Pour tout vous dire, je voulais vous faire une vidéo pour chaque jeu, et comme j'ai mis énormément de temps à jouer à l'un de ceux-là, et que finalement les réceptions presse se sont un petit peu accumulées, bah je me suis dit, allez, je vais retarder ces vidéos, je vais attendre d'avoir joué aux 3, d'avoir fait une campagne, qui peut être plus ou moins longue, en fonction de l'investissement que vous voulez y mettre, et puis bah, on va en parler. Donc si vous voulez en savoir plus sur le jeu de solo, encore une fois, il y a déjà une vidéo, et puis là je vais vous en reparler pour montrer un peu les forces et les faiblesses de ce genre de jeu, de comment vous pouvez y jouer. Le premier finalement, c'est peut-être celui qui sur le papier me plaisait le moins, La Voix du Corbeau. Il faut savoir que je l'ai reçu parce que je l'avais quand même demandé lors de ma première demande, puisque La Voix du Chat, La Voix du Corbeau, s'il y a un petit lien, c'est pas pour rien, c'est qu'on est sur le même thème. La Voix du Corbeau a précédé La Voix du Chat, et ben forcément, ayant adoré La Voix du Chat, de pouvoir contrôler un chat dans différents types de lieux, d'époques, etc., et pouvoir faire tous des petits trucs, contrôler mon petit chat, contrôler Blue, mon petit chat Vélociraptor, et ben dans la vraie vie, et bien j'étais tout content. Et je parle vraiment dans la vraie vie, parce qu'il n'y a pas de Vélociraptor dans La Voix du Chat, c'est juste que Blue c'est en référence à Jurassic World. Et ben j'avais demandé La Voix du Corbeau. La Voix du Corbeau, c'est de Tim Roberts, c'est un joli petit bouquin. Alors ce sont, celui-là est un peu plus épais que la moyenne, mais je crois que c'est devenu un petit peu la norme. C'était à 16,90 et je l'avais pas eu parce que c'était en rupture de stock et il est réédité. Je m'attendais à moins aimer La Voix du Corbeau, parce que j'ai déjà joué à La Voix du Chat, je m'attendais à un système de jeu similaire, et autant c'est facile de incarner un chat parce qu'on a tous un chat, ou presque, en tout cas on a tous vu des chats, bon alors on a tous vu des corbeaux, mais je me vois plus comprendre le fonctionnement d'un chat, comment un chat va vivre, comment il va s'amuser, etc., qu'un corbeau où globalement, à part bouffer des animaux morts, j'ai un petit peu de mal à voir. Et je me suis dit, il faut quand même que je le teste, on ne sait jamais. Alors c'est vrai qu'au niveau ça ressemble quand même vachement au chat. Vous allez explorer une carte qui est d'abord vierge, mais vous allez y mettre différents éléments que vous allez trouver. Vous allez choisir, alors vous allez rien voir, j'ai demandé à des PDF, mais je ne crois pas que j'ai de PDF de La Voix du Corbeau, donc tant pis, je vais vous montrer comme ça. Vous allez choisir votre corbeau, et des corbeaux pour le coup, enfin des corbeaux, comment ça s'appelle, les cervidés, vous en avez un, cervidés, non ça c'est les cerfs, des corvidés, pardon, vous en avez un paquet, vous avez la corneille noire, vous avez la pie bavarde, le freux, le corbeau, le choucasse, alors que dans La Voix du Chat, vous n'aviez que 3 chats différents, chacun a son petit type, ça un peu plus agile, un peu plus féroce, un peu plus amical, etc. Je vous avoue que j'en ai pris un peu au pif, parce que même s'il y a un petit descriptif, etc., j'ai eu du mal à comprendre un peu quel genre de
corps vidé c'était et lequel j'avais envie d'en incarner. Donc j'en ai pris un au pif, en me disant que de toute façon je faisais bien ce que je voulais, hein. Si jamais je voulais un peu changer sa manière d'être, et ben libre à moi. Et ben, ce qui est toujours aussi sympa dans cette gamme, la voix du chat et la voix du corbeau, c'est qu'en fait vous pouvez vraiment choisir le monde. Parce que autant moi dans le chat, j'avais aimé jouer dans un monde normal pour vraiment incarner mon chat et les aventures qu'il pourrait vivre, autant là le corbeau, j'avais un peu de mal à le voir voler au-dessus de la ville, voir des voitures, etc. Et donc il y a plein d'univers qui sont proposés. On a un univers gothique, on a un univers cyber-corbeau, corbeau à vapeur, corbeau urbain, donc ça c'est le normal, corbeau de la Tour de Londres, et je pense que j'ai dû en oublier un, corbeau fantastique. Et pour le coup c'est pas mal parce qu'il y a une petite accroche, on nous lance un peu une sorte d'objectif, une sorte de vision de la chose et ça permet de se lancer. Et finalement sur un univers moins urbain, moins réaliste, on arrive à incarner un corbeau en se disant que finalement un corbeau, c'est, dans cet univers, ni plus ni moins qu'un humain qui va voler, avec du coup des contraintes. Et ces contraintes, on les ressent en jouant parce que on va pouvoir voler, on va pouvoir se poser. Le but va être de réaliser plusieurs objectifs pour grandir en âge. Au départ, on est un oisillon, un juvénile, puis jusqu'au maître corbeau, là, le tout vieillard. Et donc, on a un système de jeu qui est assez simple. Dès qu'on va se déplacer vers un nouvel hexagone, on va tirer un événement si on est en train de voler, ou 2 événements si on est au sol, qui vont finalement nous imposer des choses. Par exemple, vous rencontrez un rat qui tient une raquette, ou vous, je sais pas, il y a beaucoup de vent et vous avez du mal à avancer. Bref, un petit événement qui va un peu impacter votre objectif et à vous de broder autour. Et ça qui est bien finalement, c'est que dans ce genre de jeu, on n'est pas en train d'écrire un livre. C'est pas vous qui avez besoin de créer une histoire, de créer des liens. On va vous imposer une condition, on va vous imposer un événement et à vous de voir comment ça peut se modeler autour de votre histoire pour que ça donne un truc un peu cohérent. Alors des fois, effectivement, il va falloir un petit peu réfléchir pour voir un lien. Des fois, vous pouvez faire des événements qui n'ont aucun rapport parce que le but, c'est de vivre quelque chose comme vous pourriez le vivre en allant vous balader dans la rue. Si vous allez acheter du pain et qu'il y a une grosse bourrasque de vent, ça va pas impacter la manière dont vous allez chercher du pain, ou peut-être que si, mais peut-être que non. Et ben là c'est pareil, il y a des événements qui ont un rapport avec l'objectif, il y en a qui n'ont pas. Si à un moment le rapport, l'événement vous convient pas parce que vous aviez un truc en tête, vous jouez seul, vous vivez votre kiff et vous faites ce que vous voulez faire. Mais encore une fois, c'est un jeu, c'est pas juste des événements. Donc quand vous voulez faire des choses, vous allez faire des tests. Dans celui-ci, si je me trompe pas, parce que du coup ça fait un petit moment, vous allez jouer avec des cartes. Si vous voulez faire un test, est-ce que vous réussissez à piquer la perle dans la canette en conserve qui traîne? Vous piochez une carte de votre paquet de 54 cartes, c'est un 9, il faut que vous fassiez plus que 9. Vous allez repiocher une 9 cartes, c'est un 5, et là vous allez regarder du coup votre compétence en particulier en agilité, je sais plus le nom. Et bien si vous avez la somme de votre compétence plus que la carte, plus la carte que vous avez piochée qui dépasse la carte objectif, et ben vous validez cet événement. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que des fois ça va bien se passer, des fois ça va pas bien se passer. Vous essayez de vous envoler, vous loupez votre vol, vous vous faites percuter par un chameau qui était en pleine course de chameaux, hein. Le fameux super chameau carte qu'on a tous joué sur Nintendo 64. Et donc il y a toujours de l'imprévu. Même si vous essayez de faire des choses, il se passe des choses un peu originales. Finalement, la voix du corbeau, celui-ci au niveau du gameplay, il est simple, il n'y a pas trop de fioritures, je vous ai tout expliqué, c'est globalement, voilà, vous avez vos compétences et vous tournez des cartes et vous faites la somme pour voir si ça dépasse. Et puis, dès que vous avez dépassé 2 objectifs, vous grandissez, 4 objectifs, vous grandissez jusqu'à la fin de l'histoire. Le point fort, c'est qu'il y a 6 univers différents, donc pour choisir celui qui vous donne le plus envie. Dans ce genre de jeu, si vous voulez, pour un événement brodé pendant 15 ans, vous le faites, moi j'ai tendance à réagir. Je ne suis pas un grand écrivain ou quoi, je réagis en quelques lignes, et puis une campagne, je crois que c'est 12 objectifs dans celui-ci, donc ça va finalement assez vite, vous le faites en quelques soirées, et si vous avez envie, vous pouvez refaire une campagne dans un autre monde. Et le fait qu'on change de monde, finalement, ça va changer beaucoup de choses. Et tant mieux parce que si on avait finalement qu'un seul univers, déjà, il faut réussir à rentrer dedans, hein, mais j'ai trouvé que les événements qui pouvaient intervenir avaient quand même souvent tendance à se ressembler. J'ai pas trouvé qu'ils étaient ultra... Alors vous en avez du coup 24 à chaque fois, parce que ça, il y a en fonction s'il faut tirer une carte noire ou une carte rouge, et puis la valeur de la carte. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup qui correspondaient à il y a du vent ici, il y a de la pluie, vous trouvez un objet, vous rencontrez. Donc, ce qui est cool, c'est que les événements vont changer en fonction de l'univers. Donc si vous refaites une partie, je pense que vous allez faire un univers différent. Et du coup, globalement, vous avez jusqu'à 6 parties dans ce jeu. Mais j'ai un peu l'impression qu'une fois qu'on a fait une partie, on va avoir dans un univers, on va avoir un petit peu de mal à en refaire une autre dans ce monde.
parce que, sauf si vous avez une pure imagination, hein, c'est toujours ça, mais j'ai trouvé que les événements étaient quand même relativement semblables et que si vous n'aviez pas suffisamment d'imagination, vous pourriez répondre assez facilement la même chose. Donc j'ai bien aimé quand même, je m'attendais à avoir du mal à rentrer dans la peau du corbeau, ça a été, mais j'ai trouvé quand même une certaine redondance au bout d'un moment, même si je n'ai fait qu'une des 6 campagnes. Celui qui m'a hypé pas mal, je l'ai eu juste avant Cannes, je l'avais amené à Cannes, mais j'ai pas pu y jouer une seule fois. Il s'agit de Expédition Substratum. Alors vous voyez, on est toujours sur un bouquin d'à peu près 80 pages. Hein. Ils sont un peu plus épais depuis quelques temps parce que il y a un peu plus, depuis la Voix du Corbeau, hein, parce que je trouve qu'il y a un peu plus de gameplay, on est un peu moins dans la simple narration. Je trouve qu'il y a un peu plus de jeu. Expédition Substratum, ça me semblait un peu fou, j'ai envie de vous l'écrire comme un Seul sur Masse, comme un Mass Effect. En fait, c'est le premier de la gamme, je crois, qui est vraiment sur la science-fiction. Vous êtes des scientifiques et il y a une faille qui est apparue à 4500 km, je ne sais plus, en profondeur, près du noyau terrestre. Et va falloir aller explorer, il va falloir savoir qu'est-ce qui se passe, d'où vient cette faille. Est-ce qu'il y a un truc un peu bizarre? Est-ce qu'il y a des monstres? Qu'est-ce qui en sort? D'où ça vient? Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour sauver le monde, tout simplement. Donc un petit côté Armageddon, etc. Et je me disais, il peut vraiment y avoir des trucs assez fous, ça change de la fantasy, ça change des côtés un peu réalistes comme Chicago Kitchen, je sais plus, celui où on gère son restaurant. Et c'est ça que j'adore dans cette gamme, c'est que justement, il y en a pour tous les goûts. Alors bien sûr, vous ne pourrez pas aimer tous les thèmes. Et à vous de piocher, hein. De toute façon les thèmes, les images sont suffisamment visibles sur la jaquette pour savoir si potentiellement vous pouvez rentrer dedans ou pas. Mais voilà, je me suis dit c'est un truc vraiment différent, ça va pouvoir être drôle. Je me suis fait un équipage avec moi, ma fille, ma femme et mon pote avec qui je joue à Rocket League, même s'il ne sait pas, il n'était pas au courant. Et voilà, on a tiré nos rôles aléatoirement, on est parti, etc. enquêter. C'est plutôt bien fait, c'est fait aussi en 10 phases. On va avoir chaque fois 26 jours de repos parce que c'est très loin, hein, 4500 km. Et finalement, donc à chaque fois, on avance par je sais plus, 260 km, un truc comme ça. Je sais plus, peut-être un peu plus. Et du coup, on a 26 jours de repos où on avance dans notre vaisseau, etc. Il peut se passer des trucs un peu tranquilles et boum, on arrive dans une nouvelle strate du sous-sol, quoi. Et là, il va se passer un événement. Et je vais vous le dire tout de suite, celui-ci, c'est celui que j'ai le moins aimé. C'est celui-là qui a fait que cette vidéo a mis du temps à sortir. Je l'ai trouvé trop complexe pour moi. J'ai trouvé qu'il y avait déjà beaucoup plus de règles. Celui-ci est un poil expert. Alors, on est toujours sur un petit bouquin, les joueurs de jeux de rôle qui ont l'habitude de jouer des trucs de 400 pages, ils vont me dire mec, t'es un tout petit bébé, arrête un peu ton char, et vous auriez raison. Mais quand vous êtes là à lire votre livre, etc., que vous lisez 40 pages avant de rentrer dans le jeu, je trouvais que c'était complexe. En vrai, on est toujours sur du tirage de cartes et du tirage de dés pour avoir des événements, pour réaliser des choses, etc. Mais on rajoute pas mal de couches que j'ai rapidement un peu évacuées. Globalement, on va pouvoir on va pouvoir améliorer pas mal de choses, on va pouvoir améliorer nos exocostumes, etc. Et à chaque fois, ça rajoute des petits trucs en plus que j'ai pas utilisé. Et d'ailleurs, j'ai vu à la fin du livre de règles qu'il y a même une version facile pour ceux qui veulent plus faire du narratif avec quelques événements, quelques lancers de dés, etc. Et finalement, c'est ce qui me correspond le plus, parce qu'il y a vraiment plus de choses à gérer, plus de petites sous-règles pour des petits trucs, etc. qui donnent des possibilités narratives, mais qui finalement ne donnent pas beaucoup plus de fun au niveau du gameplay. Il y a une idée qui est assez intéressante dans ce jeu, et ce qui le rend un peu plus gamer et un peu plus stratégique, c'est qu'on va avoir différentes compétences, et ces compétences vont correspondre à un D10, un D8, un D6, etc. Et on aura du coup ces compétences qui seront tirées aléatoirement. En tout cas, la valeur, le type de dé qu'on va pouvoir utiliser pour ces compétences qui sera tiré aléatoirement au début, ou on peut le choisir hein, comme on veut. Et quand on fait un test, on est toujours obligé de choisir 2 compétences. Ces 2 compétences, vous les prenez, vous lancez les 2 dés, donc par exemple un D10 de l'un et un D6 de l'autre, et le dé où vous avez fait la plus forte valeur, vous êtes obligé de le baisser. C'est-à-dire que si c'était un D10, la fois d'après, vous n'aurez plus qu'un D8. Et donc, il y a cette gestion, ce choix de « Ok, ce test, je veux vraiment le réussir. Quel type de dé je vais plutôt choisir? Donc, quel type d'action je vais entreprendre ?» Et puis, il va y avoir des phases de repos pour remonter tout ça, une possibilité de second souffle pour remettre à zéro ses dés, etc. Dans l'idée, je l'ai trouvée très intéressante. Mais j'ai trouvé que la gestion finalement du type de dé, toujours les monter, les changer, etc., bien dit, se rappeler que ce dé-là, c'est tel type de truc, bon, j'ai trouvé ça finalement un petit peu chiant, un peu rébarbatif, ça nous coupe un petit peu de l'action. Et puis surtout, quand vous faites quelque chose, vous êtes toujours obligé de choisir 2 compétences. Je n'ai pas toujours trouvé ça si
facile d'interpréter quelle est la deuxième compétence que je mets en jeu pour cet acte, ce qui avait tendance un petit peu à me ralentir, ce qui fait que souvent j'ai pris mon dé principal et une autre compétence au pif sans qu'il y ait forcément trop de lien. L'autre chose aussi, c'est qu'on va jouer des scientifiques. Alors déjà, les scientifiques, vous avez un petit tirage au sort au départ. Voilà, il y a 20 types de spécialités scientifiques. Alors, géologue, on connaît. Spécialité de la survie, on connaît. Anthropologue, on connaît. Microbiologiste, nanotechnologue, hydrologue, géochronologue, aérologue, thermologue, chimiste, ça va. Il y avait des professions que je connaissais pas trop, et même si on peut se dire que on s'en fout, on retient juste qu'on est des scientifiques, ça m'a posé un peu problème pour finalement développer mes personnages, leurs compétences, sans trop savoir finalement quelle était leur vraie spécialité. Voilà, on est vraiment trop sur de l'ultra-science pour arriver facilement à se dire, ok, là je joue qu'est-ce que j'ai dit, un géochronologue, je sais exactement ce qu'on attend de lui, etc. C'était un peu compliqué à jouer. Et pourtant, c'est le premier de la gamme où on est vraiment plus sur un jeu de rôle. On a vraiment les différentes strates qui sont réparties ici, qui sont décrites, où il va se passer des choses, des événements différents. On a un bestiaire qui est différent pour chacun de ces types, etc. Mais voilà, j'avais du mal à rentrer dedans. Le gameplay, je le trouvais un peu trop riche, un peu trop lourd, et avoir du mal à bien comprendre mes personnages et leur rôle. En tout cas, pour avoir l'impression de vraiment la jouer roleplay. Donc, j'ai traîné en longueur, j'ai fait la voix du corbeau avant d'avoir fini celui-ci, et je suis arrivé à la fin, parce que dans ce genre de jeu, vous y allez petit à petit, vous spoilez pas, et à la fin, on arrive au noyau. Et là, j'ai trouvé ça très très fort. J'ai vraiment trouvé ça top. Quand on arrive au noyau interne, eh bien, on a une révélation. Il va falloir établir notre hypothèse finale, notre plan final. Qu'est-ce que c'est cette anomalie? On aura découvert des indices tout au long de notre chemin. Il va falloir essayer de les imbriquer, de faire des hypothèses, et après il va y avoir tout différents lancers, etc. pour voir si le plan qu'on a mis en jeu est validé ou pas, etc. Et puis après on a une ellipse temporelle. On arrive 6 mois ou je ne sais plus combien de temps après, où on raconte ce qui s'est passé, est-ce qu'on a survécu, est-ce que tout a explosé, etc. Cette fin, j'ai bien aimé finalement cette idée d'avoir des indices, des choses, et qu'au dernier moment, on essaie de remettre tout ça en question. Il peut y avoir un petit côté pas si scientifique que ça, un peu surnaturel en fonction de ce que vous allez tirer, etc. J'ai trouvé que la partie était des fois un petit peu compliquée, mais j'ai vraiment bien aimé ce qui a été proposé pour le grand final. Ça m'a finalement bien plu, mais celui-ci, clairement... Alors, d'ailleurs, petite info, celui-là, vous pouvez y jouer à plusieurs, même si c'est d'abord, je crois, fait pour un jeu de rôle solo. La version solo est finalement une variante, parce que vous pouvez jouer avec un maître du jeu et puis des joueurs, donc ça, si vous jouez en multi, vous pouvez le faire. Voilà, c'est très différent de ce que j'ai pu jouer jusqu'à présent. C'est plus difficile d'accès par le thème et par le gameplay, mais j'ai trouvé le twist final quand même plutôt très intéressant. Bon, est-ce que ça se voit que je ne suis pas un gros critique littéraire? J'ai du mal ou même qu'on s'appelle le critique des jeux de rôle, je ne sais pas comment ça marche, je vous donne un peu mon feeling, etc. Le dernier, c'est la nouveauté. Et la nouveauté, maintenant, il est dans un gros bouquin comme ça. Il y en aura un autre en fin d'année, de gros bouquin, je vous montre la différence. On est sur la même épaisseur, on est sur 80 pages, mais plus gros format. Du coup, ça c'est du 16,90, ça c'est du 22,90. Ça monte un petit peu en prix. On a du soft, un soft cover en soft touch que je trouve assez sympa. Moi j'aime bien ces textures-là. Est-ce que c'était essentiel? Eh bien, je pense que oui, parce que maintenant, on a le droit dans celui-ci à beaucoup plus d'illustrations, à des couleurs, donc c'est quand même plus lisible, c'est plus clair. Là où justement Expédition Substratum, ce genre de jeu d'habitude, il faut mettre tout un tas de petits autocollants, là, les petits post-it pour savoir où chercher. Là, c'est un peu moins le cas, parce que justement, vous avez les trucs sur les côtés, donc vous pouvez assez facilement, avec le code couleur, vous rappeler dans la zone où il faut aller chercher. Et c'est plus agréable, c'est plus lisible. Finalement, il n'y a pas spécialement plus de texte, peut-être un peu plus que sur les autres bouquins, mais c'est équivalent, mais c'est plaisant d'avoir des dessins, tout simplement. Celui-ci, j'étais hypé sans trop être hypé, c'est de Enzo Salviato, donc apparemment c'est un jeu de rôle brésilien. On me l'a décrit comme c'est un Zelda, alors je l'ai mal interprété au début, je m'attendais à un Zelda, A Link to the Past ou Link's Awakening, les deux meilleurs Zelda qui existent au monde. En fait, c'est plus un Breath of the Wild qui, pour moi, n'existe pas. Oui, je n'aime pas Breath of the Wild. Qu'on me laisse 100 heures me démerder à faire ce que je veux dans un jeu juste pour me mettre 4 boss, surtout quand ça rame du cul sur une Wii U, je trouve ça plutôt moyen. Mais bon, bref. En fait, on est plutôt sur ce thème-là. On est vraiment sur un jeu libre. On a un monde ouvert, mais comme La Voix du Corbeau, etc. Et l'idée, elle est assez sympa. On va contrôler ce petit protecteur.
On vient d'une lignée, du noyau, alors pas à la faille de Expédition Substratum, hein, mais on est dans un bâtiment, on est là pour protéger la vie, les souvenirs, etc. Et dès que le protecteur meurt, il y en a un nouveau qui apparaît dans ce noyau et qui va prendre son relais avec une mémoire collective. On se rappelle de tout ce qui s'est passé avant. Et là, on va se réveiller seul dans ce noyau qui a l'air d'avoir été inhabité depuis des centaines d'années. Et on va se rappeler de ce qui s'est passé, mais pas totalement. On va avoir des zones d'ombre. Donc le but, ça va être de découvrir un peu. On va juste savoir que on va découvrir un message disant que lui, là, il a raté sa mission et qu'on va devoir essayer de faire mieux que lui. Donc il y a un petit peu de mystère, etc. Et là, on va se balader dans ce jeu d'hexagone en hexagone. À chaque fois qu'on arrive dans une nouvelle zone, on va tirer aléatoirement un type, un biome. Est-ce que ça va être la forêt des ombres? Est-ce que ça va être la jungle des champignons? Est-ce que ça va être le jardin titanesque? Là, je vous mettrai, je crois que j'ai reçu celui-là en PDF, je vous mettrai des images si je suis pas trop nul. Alors vous pouvez, il y a des QR codes d'ailleurs pour avoir une petite musique d'ambiance. Je ne l'ai pas fait, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Et donc à chaque fois, vous allez avoir différents événements. Celui-ci, on est vraiment, dans la plupart du temps, sur des trucs feel good. On a un objectif, mais au départ, on ne le comprend pas trop, cet objectif. Alors, à vous de le créer, hein, mais on ne comprend pas trop, et la plupart des rencontres, on va arriver dans des villages, on va rencontrer des bêtes, etc. La plupart du temps, on va être pacifiste. Il y a certains ennemis que vous n'aurez pas trop le choix d'attaquer, mais généralement, il est fortement déconseillé d'attaquer les gens, parce que vous allez perdre de l'honneur, etc. Généralement, ça va être de la parlotte, de la découverte. Vous arrivez dans des lieux un petit peu enchantés, vous allez faire des rencontres avec des races un peu spéciales, vous allez vous lier d'amitié avec, ça va devenir vos compagnons, etc. Vous allez récupérer des ressources pour faire un peu de crafting. Mais globalement, on est surtout on se balade, on fait des rencontres, on passe un petit moment. Et j'ai mis aussi un petit peu de temps à me dire, mais à quoi je suis en train de jouer? J'ai pas envie de passer des heures à juste parler avec des mecs. Surtout que là, dans celui-là, vous avez un système de jeu pour favoriser le dialogue. Si vous savez pas trop parler avec les mecs, bah vous avez des tirages qui vous aident à dire, bah lui il va vous parler, c'est lui qui va vous poser des questions, il va vous parler de ça. Et en fait, vous allez pouvoir rencontrer des ruines. Et ces ruines, c'est finalement l'équivalent des donjons dans Zelda. Vous allez avancer dans l'histoire. En fait, il va se passer des trucs bizarres dans ces ruines. Il y aura des monstres, là vous n'aurez pas trop le choix que de les attaquer, etc. Donc j'espère que vous aurez un petit peu équipé, etc. Mais vous allez tomber sur des choses qui vont vous donner des petits flashbacks, des petits souvenirs, des petites hypothèses sur ce qui a pu se passer. Sans trop vous spoiler parce que c'est important de le découvrir par soi-même, mais ces hypothèses-là vont être confrontées à la fin dans une sorte de mini-jeu. Il y a un peu comme ce qui m'avait plu dans Expédition Substratum, hein, mais là, il y a des souvenirs, des vrais, des faux. Vous ne saurez pas vraiment ce qui est vrai et à la fin du jeu, quand vous aurez trouvé quelque chose de spécial et que vous aurez trouvé assez de souvenirs, vous aurez un mini-jeu et vous allez finalement apprendre que celui-ci est vrai, celui-ci il est faux, celui-ci est vrai. Et donc vous allez devoir essayer de trouver tous ces bons souvenirs pour arriver à la fin du jeu et comprendre ce qui a pu se passer. J'ai mis du temps à comprendre où le jeu voulait m'emmener. Et finalement, ce système d'aller trouver des indices dans des ruines quand je suis prêt à les affronter, etc. et de créer finalement, de comprendre petit à petit ce qui a pu se passer, de créer une hypothèse sur ce qui a pu se passer quand mon mec précédent est mort, et finalement me dire que je fais fausse route, etc. J'ai trouvé ça très sympa. Il est du coup, je trouve, plus long. D'ailleurs, il y a un mode histoire, si vous voulez avoir une version un peu plus courte, c'est-à-dire ce mode histoire, c'est que vous avez déjà une carte qui est prédéfinie avec des ruines qui sont placées, parce que là, c'est tiré totalement aléatoirement. Donc si vous n'avez pas de chance, vous allez faire des biomes, des biomes, des biomes et des biomes sans savoir de ruines, sans réussir à avancer sur l'histoire. Là, vous avez possibilité d'avoir un mode histoire, c'est déjà placé, vous savez, vous pouvez être joué de manière optimale pour pouvoir finalement avancer. C'est aussi un jeu de gestion un peu parce qu'il va falloir bouffer. Dès que vous faites des actions, vous avancez au niveau du cadran jour-nuit, il faudra manger assez régulièrement sous peine que vous puissiez être pas très en forme et rater un peu vos différentes actions. Il y avait un autre truc que je voulais vous dire, je ne sais plus. C'était important pourtant. Ah oui, un point négatif, il y a un système de magie. Alors on nous dit dès le début que la magie est liée à l'environnement, que ça prend du temps, que c'est difficile, on n'est pas là pour utiliser beaucoup de magie, etc. Et donc on peut avoir 6 magies différentes, parce qu'il y a 6 biomes différents. Quand on apprend une nouvelle magie d'un biome qu'on a déjà, il va falloir le remplacer. Et pour pouvoir apprendre une magie, on doit répondre à une question. Par exemple, si on est dans la forêt des ombres, la magie de ce biome doit répondre aux questions suivantes. Comment vivez-vous votre amitié avec la nuit? Comment l'obscurité peut-elle abriter d'autres sentiments que la peur? Il faut que votre sort de magie puisse répondre dans son utilisation à cette question. J'ai jamais compris comment un sort de magie pouvait être utilisé. En fait, j'ai jamais utilisé la magie, j'ai jamais compris à quel moment mon pouvoir peut répondre à cette question.
Moi, j'ai envie de faire des boules de feu, mettre de la lumière, etc. Et voilà, j'ai trouvé ça beaucoup trop philosophique pour moi, donc pas de magie. En même temps, c'était pas bien grave parce que souvent, on va papoter, souvent, on va aller chercher, on va aller couper du bois, etc. Et de temps en temps, on va aller défourailler du petit monstre dans les ruines. Mais voilà, il faut le savoir, j'ai encore une fois, comme Expédition Substratum, beaucoup aimé le gameplay qui m'emmène à la fin de l'histoire, mais on a tendance à être perdu par beaucoup de trucs un peu random, un peu feel good. Alors si vous voulez juste écrire une petite histoire le soir avant de vous endormir, ça marche très bien. Si vous voulez aller essentiel, allez directement lire ce mode histoire qui est à la fin et qui en fait n'est pas vraiment un mode histoire au sens propre, c'est plus que ça vous donne une ligne de route un peu plus restreinte pour jouer facilement. Voilà, donc encore une fois, c'est une proposition qui est très différente des autres, hein, parce qu'on a eu Ronin, on a eu La Voix du Corbeau, on a eu un truc où on gérait son resto, là où on gérait les enfers, on a eu un arbre généalogique de roi, un truc d'horreur, ça qui est un petit peu en mode feel good, ça avec une exploration un peu scientifique, un peu bizarre. Il y a des trucs que j'ai pas encore testés comme Berlin la Mortelle, j'ai bien envie de le voir. Tel Ulysse, j'imagine que c'est un univers un peu mythologique, on aura bientôt un truc avec des pilotes d'avion. Cette gamme, elle est ultra riche, ça vous emmène dans tous les domaines. Celui-ci, le gameplay, et du coup, on revient vraiment sur un gameplay qui ressemble à La Voix du Corbeau et La Voix du Chat, donc j'ai beaucoup plus apprécié. Il faut vraiment prendre ça comme, non pas j'écris une histoire, il faut beaucoup d'imagination, prenez ça comme on vous impose des événements et il faut essayer de les modifier. Si vous n'avez pas d'imagination, et ben c'est pas grave, vous prenez l'événement un peu tel quel au sens brut, vous n'êtes pas obligé de trop le pimper, et ça impactera quand même votre histoire. Même si ces événements peuvent revenir régulièrement, comme si vous refaites une partie, ils ne seront pas dans le même sens, etc., eh bien ça modifiera un peu. Et au pire, si vous faites qu'une seule session sur un jeu, parce que moi à chaque fois, enfin une seule session, je n'ai fait qu'une seule campagne de chaque, hein, je ne pense pas les rejouer, eh bien ça vous permet finalement de vivre quelque chose d'un peu différent, qui va vous prendre plusieurs heures, qui va vous faire travailler un peu votre imagination, mais sans avoir besoin d'être, encore une fois, d'avoir une imagination débordante. Je ne suis pas du tout créatif ou quoi que ce soit, mais j'arrive suffisamment à créer des petites histoires qui sont probablement peut-être pas très originales, mais ça me suffit à me prendre au jeu, à aimer faire mes petits tests, etc. La Voix du Corbeau, finalement, il est assez conventionnel, mais grâce à ces 6 univers différents, eh ben, vous pouvez choisir un univers qui va vous changer et qui va vous permettre de faire un truc un peu cool. Je ne l'ai pas fait parce qu'il me semblait peut-être un peu plus complexe à jouer, mais celui où on est dans la Tour de Londres, où on va devoir un peu, il y a l'air d'avoir un petit traître, un petit mec qui va faire que notre tour, on va devoir la défendre et il y a quelqu'un qui est là pour essayer de faire tomber un petit peu tout le monde. Ça m'a l'air assez sympa. Celui-ci, il est vraiment pour les mecs un petit peu intello, quoi. Je dirais, j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dedans, même si j'ai bien aimé la fin. J'ai trouvé finalement un peu tout le trajet un peu plus difficile, même si encore une fois je salue la différence par rapport aux autres. Et celui-ci, j'aime beaucoup l'objet, j'aime beaucoup les couleurs, et j'ai beaucoup aimé ma dernière partie où j'ai un peu triché, où j'ai un peu plus forcé l'apparition des ruines pour avancer sur ce truc, cette idée que je ne veux pas trop vous spoiler, mais que j'ai trouvé assez intéressante. Mais voilà, il faut savoir que si vous le jouez de manière legit, vous allez avoir beaucoup de côté chill avec des événements qui ne vont pas trop impacter votre histoire, juste des petites rencontres un peu mignonnes, genre Animal Crossing, Harvest Moon, etc., qui vous permettent d'avoir un petit peu d'objets pour aller acheter dans des bâtiments, dans des magasins, mais vous pouvez avoir rapidement l'impression de ne pas réussir à avancer dans l'histoire, contrairement aux autres où vous êtes un petit peu plus, forcé vers la fin. Mais ceci dit, comprendre ce qui a pu se passer avec mon prédécesseur, le petit gimmick de fin, je l'ai trouvé très sympa. Voilà 3 nouveaux bouquins. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder la première vidéo pour que je vous parle un peu des autres que j'ai vus. Il y aura bientôt, du coup, les As de l'Adriatique, hein, un univers un petit peu Saint-Exupéry, les avions, tout ça. Je devrais le recevoir, je les jouerai peut-être pas tout de suite, parce que là, du coup, j'en ai enchaîné beaucoup en quelques semaines, et donc, il faut laisser un petit peu respirer si on veut toujours apprécier, mais j'aime quand même toujours ces propositions qui me font vraiment vivre des univers très différents. Ok, La Voix du Chat ressemblait à La Voix du Corbeau, hein, on va pas se le cacher, mais globalement, la plupart proposent des choses assez originales, et qu'on ne voit finalement que assez peu dans les jeux de rôle multijoueurs, de ceux que je connais. En même temps, je connais que les plus streamline, comme ça qu'on me dit, je sais plus. Mais voilà, je trouve que ça propose vraiment des choses assez originales et je trouve ça plutôt cool. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces petits jeux de rôle solo auxquels vous avez joué. Alors oui, ce ne sont que des jeux de la Fondation de l'Imaginaire parce qu'on me les envoie gratis. Il y en a plein d'autres qui en font, peut-être plus intéressant, peut-être moins intéressant, hein, peu importe, mais n'hésitez pas à me les proposer, hein, vous en aviez déjà proposé quelques-uns sur la première vidéo, bah là continuez, hein, n'hésitez pas, puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.